l'invité d'ici. Et notre invité, donc, aujourd'hui, en cette mi-journée ici en direct depuis la rue Carnot, au bar Le Carnot, justement. Nous sommes en compagnie de Marc Anselmetti, bâtonnier au barreau de Gap. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un petit point avec vous sur la justice à Gap, avec notamment cette fameuse affaire du juge d'instruction. On va en reparler. Avant, on va peut-être rappeler aux gens un rôle exact du bâtonnier, notamment au barreau de Gap. Vous représentez les avocats du département. Oui, schématiquement, c'est ça. Je représente le barreau des Hautes-Alpes et l'ensemble des 53 avocats du barreau. Objectivement, c'est une fonction un peu complexe, parce qu'il y a plusieurs choses. Je m'occupe également de la gestion au quotidien du barreau, de l'ordre des avocats, avec donc la secrétaire de l'ordre, Madame Guinet. Et pour l'essentiel, je reçois les réclamations des gens qui ont une réclamation à faire ou les réclamations dans le cadre des procédures en cours, quand cela concerne évidemment un avocat. Il y a une gestion au quotidien du barreau, des désignations d'office, des commissions d'office que je commets. Les avocats que je commets pour les personnes qui ne connaissent pas d'avocat. Voilà un peu schématiquement, indépendamment de la représentation du barreau, les fonctions de bâtonnier. Fonction compliquée parce que vous avez en plus un cabinet d'avocats à faire tourner à côté. Il faut arriver à gérer un petit peu les deux. Tout à fait. Surtout dans un petit barreau, il faut bien comprendre qu'un petit barreau de province, avec 53 avocats, n'a pas les mêmes moyens qu'un très grand barreau, où le bâtonnier dans un très grand barreau comme Lyon, comme Marseille, effectivement, ils ont des fonctions très importantes vu le nombre d'avocats dont ils s'occupent, mais ils ont effectivement des services beaucoup plus développés et des délégués. Donc, il m'arrive aussi de déléguer à des anciens bâtonniers, d'autres avocats ou d'autres personnes, d'autres avocats membres du Conseil de l'ordre. Mais effectivement, c'est beaucoup de fonctions que j'assume moi-même directement, avec évidemment des délégations, mais que je ne peux pas tout déléguer, bien évidemment. C'est toujours particulier dans tous les cas de travailler dans des tribunaux, dans des petits tribunaux comme on pourrait appeler celui de Gap, puisque c'est un petit tribunal avec peu d'avocats. Il y a des spécificités, des relations à prendre en compte aussi au niveau des doléances des gens, des relations à mettre en place avec le peu d'avocats qu'il y a. L'avantage, moi je ne connais que des avantages aux petites juridictions, très franchement. En tout cas, beaucoup d'avantages et beaucoup plus que d'inconvénients. Il faut savoir que l'avantage d'une juridiction à taille humaine comme le tribunal de grande instance de Gap et les juridictions qui y sont associées, le tribunal d'instance, le conseil des prud'hommes, le tribunal de commerce, pour citer les principales, c'est l'avantage d'avoir un lien très direct possible avec les magistrats, que ce soit les juges professionnels du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, ou les juges non professionnels qui sont désignés pour le tribunal de commerce et élus pour le tribunal de commerce et pour le conseil des prud'hommes. C'est une proximité qui permet de résoudre très facilement les difficultés et les problèmes. Il en est de même du faible nombre d'avocats, je les connais tous forcément. Avec 53 avocats, je les connais tous. Et on a une proximité plus rapide, plus facile. Et je suis un grand militant des petites juridictions, des juridictions de taille humaine, parce que cette proximité des avocats, des magistrats, elle a évidemment une incidence sur l'accès aux juges par les justiciables. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, le tribunal de grande instance de Gap, les juridictions de Gap-en-Cèze ne sont pas des usines où les justiciables sont traités un peu dans une masse de dossiers, comme cela peut être le cas dans certains plus grands tribunaux en tout cas. Reste que dans des petits tribunaux, il manque aussi, parfois, on sait que ça a été un problème évoqué par l'ancien procureur de la République, Philippe Tocanier, manque de personnel aussi dans des petits tribunaux, il faut arriver à gérer ça aussi, les retards des affaires pour les avocats. Tout à fait. Alors sur Gap, c'est un problème qui a été récurrent pendant plusieurs années, alors qui a trouvé sa solution, et parfois ça dépend un peu des périodes. Je pense qu'à Gap, d'une manière générale, cette problématique est très souvent résolue et pour l'instant sur la qualité des décisions rendues, notamment devant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, et la rapidité avec laquelle les décisions sont rendues ne pose pas encore trop de difficultés, mais c'est vrai que c'est un problème national, ça touche effectivement des petites juridictions comme Gap, mais le problème des effectifs de magistrats et de greffiers est un problème national, et c'est vrai qu'il arrive parfois que dans certains services, les durées puissent être un peu plus longues qu'elles ne devraient l'être,
Mais je dois avouer que d'une manière générale à Gap, les personnels, que ce soit les agents publics, que ce soit les greffiers ou les magistrats, essayent d'éviter ces difficultés et de passer outre parfois le manque de personnel ou le manque de moyens. Alors vous parliez tout à l'heure de beaucoup d'avantages de travailler sur Gap. Pourtant, il y a un problème qui se profile et qui menace Gap depuis plusieurs années. Maintenant, c'est cette loi sur la suppression du juge d'instruction dans les petits tribunaux et regrouper des pôles. C'est-à-dire que ça concerne Gap directement, puisque le juge d'instruction de Gap pourrait être supprimé et être déplacé sur Grenoble. Donc toutes les affaires seraient instruites sur Grenoble. Une loi qui a été décalée, c'est ça, qui pourrait rentrer en vigueur au 1er septembre 2014. Ça vous inquiète, vous, ici? Tout à fait. C'est un motif d'inquiétude très important parce qu'il touche à l'essentiel de l'accès au juge. Tout d'abord, je dois dire une précision, c'est que il faut bien dire que le juge d'instruction, si on pose la question au justiciable d'une manière générale, il vous dira mais moi je le vois, mieux je me porte. Mais c'est pas comme ça que les choses doivent se voir. C'est-à-dire que le juge d'instruction, on peut un jour y être confronté, que ce soit comme étant une partie mise en cause, poursuivie, ou même en qualité de victime. Et c'est à ça qu'il faut penser, c'est-à-dire qu'on peut un jour être confronté à une instruction et devoir avoir affaire à un juge d'instruction. Donc c'est très important comme juridiction, et l'accès au juge d'instruction est quelque chose de très important parce que c'est un juge que l'on doit voir, on ne peut pas déléguer son avocat. Le juge d'instruction, la personne mise en cause ou la victime rencontre personnellement le juge d'instruction. Donc c'est très important cette proximité. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est extrêmement délicat et sur lequel nous sommes très en pointe à Gap pour contester cette réforme. Oui, puisque Gap, si la réforme passe, dans tous les cas, Gap est directement concerné, le juge d'instruction sera supprimé. Tout à fait. Si cette réforme est mise en place définitivement, parce qu'en fait c'est une loi qui date de 2007, c'est une loi qui avait été prise à la suite de l'affaire Doutreau, où on avait de très bonnes intentions à l'époque, mais le problème c'est que la mise en place de cette loi fait que on éloigne finalement les justiciables de leurs juges lorsque nous sommes dans des départements, et le problème touche en gros, cette difficulté touche en gros 60 barreaux en France, et évidemment ce sont très souvent des petits barreaux excentrés, des petits barreaux qui sont dans des départements particulièrement enclavé. Et le problème est d'autant plus aigu que si cette loi donc de 2007 est finalement mise en œuvre pour les procédures correctionnelles, notamment les procédures en matière correctionnelle définitivement, donc l'accès au juge se fera au pôle d'instruction de Grenoble, qui existe déjà mais qui est déjà en grande partie surchargé, et il faudra compter évidemment pour accéder au juge, pour ceux qui sont à Gap et dans la région de Gap, 2 heures de route. Vous imaginez pour les personnes qui, pour être convoquées devant le juge, qui viennent de Briançon, passer en plein milieu du mois de janvier, passer l'école, et notamment le col du Lautaret, on peut imaginer les difficultés pour arriver à Grenoble en cas de problèmes météorologiques et de difficultés. Vous avez aussi des personnes qui ont même des difficultés de déplacement, qui peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de véhicule, voilà. Et c'est-à-dire qu'on perd cette proximité vraiment et ce rapport entre le juge et les justiciables. Tout à fait, d'autant plus que cette collégialité qui est prévue, en fait, elle est prévue pour une partie seulement de l'instruction, certaines décisions. Donc elle n'offre pas, on n'a pas les garanties d'une collégialité telle que la loi au départ voulait la faire, voulait la mettre en place. Donc c'est en fait, j'ose le dire, de manière déguisée, un espèce de moyen de faire des économies d'échelle, en regroupant les juges dans un même pôle, en se disant ça fera des économies d'échelle, sauf que ces économies d'échelle, elles se font au détriment de la proximité, même géographique, par rapport au juge. Mais c'est pas qu'une proximité géographique, c'est aussi le fait que des fois, on a besoin de contacter un juge pour une question très particulière, et il n'est pas forcément évident parfois de le joindre au téléphone, alors qu'à Gap, il suffit parfois simplement de faire 5 minutes à pied pour rejoindre le tribunal, pour les avocats qui sont en tout cas à Gap. Voilà, ce n'est pas qu'une proximité géographique, c'est une proximité même de facilité de contact. Les juges d'instruction de Grenoble sont déjà en grande partie surcharge. Est-ce que ça pose pas un problème au niveau de l'instruction en elle-même, puisqu'un juge de Grenoble ne connaît pas forcément aussi le département des Hautes-Alpes, puis à part qu'il se déplace sur le terrain,
Ça influe forcément aussi sur le regard de ce juge dans une Tout à affaire fait. qui est traitée sur GAP. Tout à fait, tout à fait. Le juge dans un département finit par connaître son département et il connaît non seulement la géographie, mais je dirais, il finit par connaître le ressenti du département, hein, des personnes qui y vivent. Et c'est vrai que c'est une réforme qu'on prend mal dans notre département parce que elle vise, je répète, plutôt à des économies d'échelle, plutôt qu'à une bonne administration de la justice, à mon sens. Alors c'est une loi qui pourrait donc entrer en vigueur dès septembre. Comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont prévus? Est-ce que vous avez encore quelque chose pour tenter justement de faire entendre cette voix des petits barreaux? Justement, nous allons d'abord saisir nos élus locaux, puisque je pense qu'ils ont à cœur la défense des intérêts des justiciables du département et de leurs concitoyens, en rappelant plusieurs choses. La première, c'est cette question de la proximité et de l'efficacité de la justice et de l'accès à la justice. Et je pense que ce soit nos députés, notre sénateur et les membres du Conseil général auront à cœur, j'espère en tout cas, de soutenir le barreau dans cette volonté de défendre le maintien d'un juge d'instruction dans le siège du tribunal de grande instance de Gap. D'autre part, nous allons prendre contact avec d'autres barreaux qui sont dans la même situation que Gap, qui parfois sont également à plus de 2 heures, des barreaux dont le siège est à plus de 2 heures du pôle d'instruction. Je pense à des petits barreaux comme Alès, comme Digne. Digne est dans la même situation que Gap, sauf que le pôle d'instruction serait à Aix-en-Provence pour Digne, mais on serait à peu près dans les mêmes, non pas dans les mêmes distances, mais dans le même délai de route pour accéder. Donc nous avons prévu diverses actions pour faire savoir dans chaque barreau que nous sommes opposés à cette réforme pour les barreaux, notamment ceux les plus excentrés de leur pôle d'instruction. Est-ce que finalement ça rejoint pas toute cette problématique de conflit entre guillemets entre une métropole qui ont des problèmes qui sont tout à fait différents finalement de petits départements ruraux ou alpins et qui sont mal pris en considération finalement par des lois qui se votent à Paris sans prendre vraiment en considération ce qui se passe dans des départements alpins ou dans des départements comme les Hautes-Alpes? Tout à fait. Alors on va pas refaire ici la guerre Paris-Province et c'est pas le lieu. Et puis je crois que avec la Bretagne qui se soulève actuellement avec les bonnets rouges, je crois le débat a été bien ouvert. Non, je crois qu'il faut bien rappeler qu'indépendamment de cette question effectivement de lois qui sont votées à Paris sans tenir compte des spécificités de province, il faut vraiment prendre en compte effectivement les conditions d'accessibilité et d'enclavement des juridictions. C'est-à-dire que effectivement le département est enclavé, la juridiction elle-même est enclavée, et évidemment ces éléments-là ne sont absolument pas pris en compte dans les réformes. Ça dépend effectivement des départements. Il est vrai que dans les Alpes, nous avons cette difficulté, et il y a d'ailleurs une association de barreaux qui vient de se créer, qu'on appelle le Sillon alpin, dont l'objectif est justement de faire valoir la spécificité des barreaux des Alpes. C'est une association qui regroupe la plupart des barreaux des cours d'appel de Grenoble et de Chambéry, donc les barreaux des Alpes du Nord et des Hautes-Alpes, qui dépendent de la cour d'appel de Grenoble. Et l'objectif est justement de faire remonter ces difficultés d'accessibilité aux cours d'appel et donc au pôle d'instruction, qui concerne effectivement les petits barreaux des vallées alpines, en fait, comme les barreaux, je pense notamment au barreau de Bonneville, au barreau d'Albertville, qui sont exactement dans la même situation. Et si on descend un peu plus au sud, effectivement, le barreau de Digne. Regroupé finalement pour être mieux entendu. Tout à fait. Dans vos demandes. Tout à fait, plutôt que le seul barreau de Gap dans son coin. Alors, Marc-Anselme-Métis, vous êtes donc le bâtonnier, un mandat de 2 ans qui va toucher à sa fin. Dans 2 mois, c'est fini, c'est ça? Oui, le 31 décembre à 0 heure. Alors si on avait un bilan à tirer un petit peu de ces 2 années, de ce que vous avez pu observer parce qu'on est au contact directement, j'imagine, des problèmes des avocats, des problèmes qui se créent dans ce département. Si vous aviez un bilan un petit peu à tirer de ces 2 ans de mandat. Oula, je vous avouerai que j'y ai pas encore pensé. Je suis encore dans mon mandat et je ne sais pas si je vais tirer un bilan avant la fin de ce mandat. Je crois que
quand on est bâtonnier, on voit toutes les difficultés, surtout des justiciables. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des difficultés très importantes. On voit d'une manière assez précise et globale les difficultés économiques des justiciables. Notamment dans la mesure où en tant que bâtonnier je suis chargé des commissions d'office pour les personnes qui sont mises en cause ou qui n'ont pas la possibilité de choisir un avocat et qui demandent l'attribution de l'aide juridictionnelle, qui est un autre problème au niveau national encore récemment. Donc on voit effectivement, je dirais, en direct toutes ces difficultés des justiciables. Et ça rejoint cette question et cette défense de l'accession au juge d'instruction, parce que j'ai entendu des confrères m'expliquer que certains de leurs clients, par exemple, qui sont actuellement d'ailleurs qui font actuellement l'objet d'une procédure donc criminelle, hein, puisque le pôle d'instruction existe pour les procédures criminelles, à Grenoble, au pôle d'instruction de Grenoble, parfois certains n'ont pas les moyens d'aller à Grenoble, n'ont pas les moyens certaines personnes, cela m'a été rapporté, n'ont pas les moyens de payer un billet de train pour aller à Grenoble, alors qu'ils sont convoqués à Grenoble. Et ça rejoint un peu cette difficulté. On voit pour certaines personnes les grandes difficultés économiques qui touchent tout le pays. Comment faire à ce moment-là avec cette fameuse loi et puis toutes ces difficultés-là? Quelle autre solution est-ce que y aurait tout simplement pour tenter d'aplanir un petit peu toutes ces différences économiques? Ça reste compliqué dans tous les cas avec cette loi. L'accès à la justice pour tous, c'est un combat aussi de beaucoup. L'accès à la justice, c'est quelque chose de difficile parce que il faut bien prendre en compte que ça ne concerne pas que l'intervention des avocats, ça peut concerner les personnes qui elles-mêmes ne prennent pas d'avocat. Dans certaines procédures, c'est possible. Et effectivement, on peut. L'accès à la justice, ça n'est pas que l'aide juridictionnelle. C'est aussi avoir, je dirais, dans un rayon de quelques dizaines ou cinquantaines de kilomètres, accès à un juge. Accès à une solution juridique de son problème. Donc ça rejoint un peu cette question du renvoi vers Grenoble de toutes les affaires d'instruction correctionnelle autres que criminelles. Alors avant de se quitter, Marc-Anselme Métier, on a une petite tradition sur l'antenne de DC Radio. Nos invités, j'ai un petit miroir avec moi, miroir portable. Je vais vous demander de regarder un petit peu dans ce miroir, ça tombe bien avec cette fin de mandat plus ou moins. Regardez dans ce miroir et me dire tout simplement ce que vous voyez. Ça peut être l'occasion d'un bilan, un regard sur votre profession, un regard sur la justice. Voilà, me dire un petit peu ce que vous voyez dans ce fameux miroir. Bon, déjà, je me suis assez bien rasé ce matin, peut-être un peu trop. Faut que je fasse attention de ne pas me couper. Écoutez, c'est difficile à dire. Je pense que j'ai pris 2 ans de plus par rapport au début de mon mandat. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Comme on dit, c'est 2 ans qui passent très vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc effectivement, je viens de m'apercevoir que j'avais 2 ans de plus. J'avais 38 ans au début de mon mandat, j'en ai 40. Voilà, 2 ans de plus qui viennent de passer, bien pleine, bien remplie. Ça va être beaucoup plus calme d'ici 2 mois pour vous. Retour aux affaires, c'est ça, à votre cabinet. Je l'avais pas quitté. C'était surtout du travail en plus, mais c'est vrai que c'est très prenant et que effectivement on a beaucoup de choses à faire en tant que bâtonnier. Même si heureusement j'ai un associé, un collaborateur qui m'assiste et qui m'ont beaucoup aidé qui m'ont remplacé aux audiences quand je ne pouvais y aller du fait de mes fonctions. C'est vrai que c'est très prenant, que c'est très intéressant et que ça permet de voir beaucoup de choses effectivement de la société en général et pas seulement de la justice. Alors pas d'autres mandats puisqu'il est impossible pour vous de vous présenter 2 fois d'affilée, c'est ça en tant que bâtonnier? Tout à fait. Par contre, il vous sera possible de vous présenter plus tard? Plus tard, oui. Je dirais, je laisse la place aux jeunes. Justement, cette élection de bâtonnier, ça va arriver, c'est ça, en fin d'année. Comment ça va se passer ensuite? Donc, à la mi-décembre, nous allons élire le bâtonnier. Maître Guy Gonetto a été élu l'année dernière dauphine, ou dauphin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bâtonnier désigné, qui en fait fait une année pendant une année, je dirais un peu apprend le métier entre guillemets parce que c'est pas un métier en sens strict, mais ça lui permet justement de commencer un peu à prendre ses marques. Et donc l'élection
que nous appellerons la confirmation en fait de l'élection du dauphin a lieu donc à la mi-décembre. Et au 1er janvier, donc en principe, je serai remplacé par un nouveau bâtonnier, donc qui sera élu en décembre. Très bien. Marc-Anselme Métier, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On était ici donc en direct du bar Le Carnot.